effectivement, je vous propose qu'on consacre les 45 prochaines minutes à échanger sur le rôle des données dans la continuité des soins. Comme tu l'as mentionné, on l'a vu, ça a été, et c'est dans le contexte de pandémie, un enjeu clé. C'est aussi un enjeu dont on parle depuis des années, mais qui évidemment a pris une criticité toute particulière dans une situation de crise telle qu'on l'a vécue. Et alors effectivement, du coup, assurer la continuité des soins, ça a impliqué de pouvoir gérer au mieux les situations des patients individuels, en particulier dans les transitions entre le domicile, la médecine de ville, l'hôpital, avec le médico-social. Ça a aussi voulu dire de pouvoir gérer la disponibilité des structures d'accueil et de soins, ou encore de gérer l'orientation des patients. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on débatte et qu'on échange sur, au fond, le rôle qu'a pu jouer la donnée, ou qu'on aimerait que la donnée puisse pleinement jouer dans ce type de situation. Quand on pense données, on pense forcément dans cette logique de continuité des soins, d'abord aux données du patient et à la capacité d'avoir accès rapidement à ces données-là. Et ce qu'on a voulu pour attaquer le débat, c'est commencer en fait par un petit sondage auprès de vous tous pour voir qui d'entre vous dispose d'un DMP ouvert et utilisé. Et donc, je vous propose que vous répondiez à cette première question. Donc, on vous propose quatre choix possibles. Donc, est-ce que vous disposez d'un DMP et est-ce qu'il est utilisé? Donc, oui aux deux. Oui, vous disposez d'un DMP, mais vous n'êtes pas sûr qu'il ait été utilisé. Vous ne pensez pas disposer d'un DMP, ou alors vous ne savez pas. Je vous laisse les uns et les autres sur votre interface, pour ceux qui sont connectés sur l'appli Zoom, à nous envoyer votre réponse. Écoutez, visiblement, il faut répondre aux deux questions pour pouvoir soumettre. Donc, je pensais la poser la deuxième question à la fin, mais on va vous laisser y répondre aussi. Donc, c'est dans quelle mesure est-ce que vous pensez que la disponibilité de données santé va évoluer en France dans les 3 prochaines années? Est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer de manière substantielle ou que ça va plutôt se dégrader? Voilà. Alors, par contre, les réponses, il ne faut pas les mettre dans le Q&A, il faut que vous les mettiez dans le pop-up qui s'est affiché. Et ça, c'est si vous êtes connecté avec l'application desktop. Sinon, malheureusement, je pense que vous ne serez pas en mesure de répondre au sondage. Je pense que ça nous donnera suffisamment de réponses pour qu'on ait quelque chose de représentatif. Voilà, ce que je vous propose pendant que vous terminez ça, c'est, je ne sais pas, Anka, si on peut avoir les vidéos de nos participants à la table ronde. Je pense que ça permettra de rendre les choses plus oui, vivantes. Je mets les vidéos. Merci. Et donc, ce que je vous propose, la première question, et je vais, pour attaquer, peut-être m'adresser à Laure pour lancer la discussion. Dans le contexte que nous avons connu au printemps et que malheureusement on connaît à nouveau aujourd'hui, quelles sont les données qui sont importantes pour assurer cette continuité? De quelles données est-ce qu'on parle? Merci Thomas. Bonjour à tous. D'abord, merci aux ordinateurs de m'avoir de participer à cette table ronde. Donc le groupe Elsan, très rapidement, c'est une centaine d'établissements privés en France. Et dans cette crise Covid, on a essayé de tenir notre rôle, de prendre notre place, ce qui n'était pas si facile que ça dans la première vague, parce qu'il y a une sorte d'hospitalocentrisme qu'on connaît bien, mais qui a été très, très marqué dans cette première vague. Et donc, on a essayé d'aider nos établissements et nos praticiens, nos soignants à effectivement prendre en charge le mieux possible les patients en leur mettant à disposition des outils tels que on a parlé Caroline tout à l'heure. On a proposé à nos patients un outil de télésuivi avec l'iPhone Covid. On a beaucoup déployé la possibilité de faire des consultations et il y a 1000 de nos praticiens qui l'ont utilisé. C'était super important dans cette période de confinement où les déplacements étaient compliqués.
On a aussi mis à disposition un outil de télexpertise avec Pandalab, ce qui a permis, on a essayé de beaucoup, autant que faire se peut, d'accompagner les EHPAD qui étaient proches de nos établissements, qui étaient en grande difficulté. C'était des moyens de bénéficier de la télexpertise. Mais en fait, on a aussi beaucoup œuvré pour avoir des données collectives et donner de la visibilité à nos équipes sur où on en était de la crise. Et un des premiers chiffres qu'on a suivis, c'est le nombre de patients Covid pris en charge dans nos établissements. C'était extrêmement important d'avoir cette vision pour gérer le capacitaire, à armer les lits là où on en avait besoin, être sûr qu'on aurait les ressources médicales et soignantes nécessaires, gérer les approvisionnements. La direction des achats a beaucoup œuvré pour être sûr qu'aucun établissement ne manquerait de pays, de molécules qui étaient en tension. Donc d'avoir une vision la plus fine possible et en temps réel où étaient les patients Covid, c'était extrêmement important. Mais on a aussi eu besoin d'avoir des données collectives, d'analyser des données collectives plus larges pour savoir, et sur la première crise, c'était véritablement compliqué de savoir où on en était, ce qui se passait autour de nous, quels étaient les établissements qui étaient dans des territoires où le capacitaire était véritablement en difficulté. Et donc, l'analyse des données, en particulier mis à disposition par Santé publique France, ont été vraiment importantes pour nous pour avoir une vision. Et juste pour terminer sur cette petite intervention, si je devais faire une comparaison entre la première vague et la deuxième vague, la première vague, on nous a demandé de déprogrammer toute l'activité et sur le groupe, on suit l'activité de nos établissements au jour le jour. Et du jour au lendemain, l'activité de tous nos établissements, de la totalité de nos établissements, a chuté de quasi 80%, y compris dans des établissements qui étaient dans des zones dans lesquelles il n'y avait pas de patients Covid. Donc, pendant la première crise, on s'est retrouvé avec des établissements qui accueillaient plein de patients Covid, qui étaient en plein dans la crise, et d'autres établissements qui étaient vides, avec des équipes soignantes qui étaient dans un mal-être profond parce qu'en fait, ils avaient l'impression de servir pas à grand-chose et ils se retrouvaient avec les établissements. Là, sur cette deuxième crise, cette deuxième vague, on était au minimum plus près sur cette partie-là. Et donc, la visibilité qu'on a pu avoir nous a permis de faire des programmations quasiment sur mesure. On a des établissements qui ont continué et qui continuent aujourd'hui de fonctionner normalement, et d'autres établissements qui ont déprogrammé par palier pour être sûr de pouvoir assurer la gestion de Covid. Et cette visibilité est extrêmement importante dans cette pandémie, je pense. D'accord, merci. Donc, regard intéressant sur la nécessité de disposer de données sur la disponibilité au fond des données de la prise en charge localement. Peut-être quelqu'un veut réagir sur éventuellement d'autres sources de données ou données qui ont été absolument essentielles. Je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce cas-là, parce que ça pose un double défi. On est dans des situations comme ça, qui sont des situations de basculement, où pour assurer la continuité des soins, on est obligé de changer les choses. Changer les choses, ça veut dire changer au niveau d'un individu, dans sa prise en charge, et puis changer dans l'organisation des systèmes. Et c'est bien ce double basculement pour lequel les données sont essentielles. On voit d'un côté des données individuelles. Il s'agit de pouvoir partager avec le nouveau professionnel de santé à distance qui va prendre en charge le patient, l'identification du patient, bien sûr, on peut penser à ces facteurs de risque, notamment le contenu qu'il peut y avoir dans le DMT, mais pas que. Et puis d'un autre côté, les informations qui sont beaucoup plus populationnelles, qui permettent d'aller structurer les choses, d'aller prendre le relais avec d'autres équipes, d'aller rediriger des flux de patients vers d'autres structures de prise en charge. Et cette complexité fait que des problèmes qui sont très différents. On a sans doute des problèmes qui sont d'un côté des problèmes de formatage des données au niveau individuel pour qu'ils soient partagés, de structurer des données. Il ne suffit pas de partager les notes ou des comptes rendus pour que ce soit efficace, il faut que ce soit un peu plus organisé et un peu plus codifié. C'est donc sans doute un défi. Et puis, de l'autre côté, du côté populationnel, là, on est peut-être plus sur des questions de champ de données.
de statistiques. On parlait tout à l'heure des données de mobilité qui peuvent venir compléter des choses. Données de mobilité qui, évidemment, en cas d'épidémie, peuvent être intéressantes pour savoir quels sont les grands mouvements de population venant d'une zone infectée qui iraient vers une zone moins infectée. Donc, on a vraiment ces deux axes-là qui représentent des défis énormes, totalement différents, mais autant nécessaires pour affronter une pandémie et assurer cette continuité des soins. Peut-être, oui, Fabrice, allez-y. Ouais. Alors, donc, moi, je suis médecin aux urgences médicales de Paris, un groupe de un peu plus de 60 médecins qui fait des visites à domicile sur Paris. Donc, effectivement, on a été en première ligne lors de la première crise. Et ce qu'on a pu observer, c'est que on s'est très, très rapidement, on n'a plus vu que des patients Covid, c'est-à-dire que toutes les autres pathologies ont effectivement disparu. Nous, normalement, on est une structure de permanence de soins, c'est-à-dire qu'on intervient quand les médecins traitants ne sont pas disponibles. Déjà, on avait l'impression de faire de la continuité des soins parce qu'il fallait bien que les patients soient vus quand leur propre médecin n'était pas capable. Là, donc, on a fait quasiment que des patients Covid. On a été submergés, on n'a pas pu répondre à toutes les demandes. On a répondu avec les demandes avec des délais longs, mais c'est vrai qu'on a été pas mal aidé par les données populationnelles. Alors, les données individuelles au niveau de la santé, nous, c'est zéro. C'est-à-dire que le partage des données du médecin traitant, c'est zéro. C'est-à-dire c'est zéro. En tout cas, elles ne sont pas informatisées et ce sont les données qu'on récupère au lit du malade, ce qui veut bien nous donner. Par contre, les données populationnelles, ça a été vraiment une aide très importante. C'est-à-dire qu'on est parti de zéro, on ne connaissait pas la maladie, voire même on est parti de représentations fausses sur cette maladie. Et en à peine un mois ou deux, on a eu plein de données. On savait quels étaient les signes typiques de la maladie, quelles étaient l'évolution classique de la maladie, quels étaient les facteurs de gravité, les facteurs de risque de faire des formes graves, comment on devait surveiller ces patients avec l'aggravation possible de la deuxième semaine, quels étaient les signes assez typiques au niveau de la radiologie du scanner. Donc, on a été vraiment bien aidé par des données populationnelles qui étaient quasiment au bout d'un mois et demi, 2 mois, assez fiables. Alors, il y a eu énormément, compte tenu de l'ampleur et de l'urgence sanitaire, on a eu énormément de données au niveau populationnel et ça a été une grande aide. Elles se sont affinées sur la deuxième vague, mais globalement, beaucoup de choses ont été confirmées parmi les données qu'on avait reçues sur les 2 premiers mois. Au niveau de l'état de l'offre de soins, ça a été aussi une donnée importante, plus difficile à gérer pour nous. C'est quand même ça qui a fait qu'on a été obligé de prendre en charge les patients d'EHPAD qui sont, comme il a été précisé avant moi, des patients pour qui la maladie était gravissime. C'est des patients qui ont souvent entre 90 et 100 ans avec des pathologies, des problèmes de dépendance importants. Et il est apparu assez clairement via ces données-là qu'ils n'allaient pas avoir de place ni en hospitalisation classique, ni en réanimation. Et donc, ça a eu un impact assez important au niveau de nos prises en charge. Rapidement, sur la deuxième vague, on a vu encore de plus en plus de données, et j'ai envie de vous donner un exemple. Il y a une étude, alors beaucoup de ces données populationnelles ne sont pas forcément françaises, c'est-à-dire beaucoup viennent d'Europe, d'Amérique. L'exemple que je vais vous prendre, c'est une étude américaine qui est sortie dans une revue scientifique de référence le 10 novembre, donc il y a maintenant 8 jours. C'est une étude de quasiment 100 millions, c'est 98 millions de personnes qui ont été suivies via, donc leurs mouvements ont été suivis, leurs déplacements ont été suivis via leur téléphone portable. Et cette étude nous dit que 10% seulement des centres d'intérêt des gens représentent probablement 85% des risques de contamination. Cette étude, elle sort 4 jours après dans un média grand public, Le Monde, pour pas le citer, et à nouveau 2 jours après, le gouvernement est capable de nous dire qu'il va probablement pouvoir alléger le confinement et probablement qu'il va continuer à interdire seulement 10% de ces centres d'intérêt, qui sont les bars, les hôtels, les restaurants, les lieux de culte.
et qu'on on va beaucoup moins gêner, beaucoup moins impacter la vie des gens et pouvoir a priori diminuer de quasiment 85% les taux de contamination. Voilà, donc ça va très, très vite. Ouais, donc l'importance cruciale de la donnée populationnelle. Je voudrais juste qu'on revienne un instant sur la donnée individuelle patient, parce que quand on a préparé cette table ronde, vous avez dit quelque chose qui moi, m'avait frappé, c'est qu'au fond, la donnée patient, on va la récupérer directement auprès du patient. Et voilà. Le petit sondage qu'on a fait, je ne sais pas si vous avez vu les résultats, mais c'était assez intéressant. Je ne sais pas, Anka, si tu peux nous les remettre. Là, mais on voit qu'il y a la majorité des gens et pourtant, je dirais qu'on a une audience qui est sensibilisée sur ça, qui aujourd'hui ne pense pas disposer d'un DMP ou ne sait pas. Donc, on voit bien que là, pour l'instant, les outils ne sont pas encore pleinement en place pour qu'on dispose en routine, j'ai envie de dire, de cet outil-là. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, le DMP, si je prends la crise Covid, par exemple, il était assez important d'avoir l'âge du patient, on l'a assez facilement. Les facteurs de risque, donc qu'était l'hypertension artérielle, qu'était le diabète, c'est des pathologies pour lesquelles les patients n'ont pas l'impression d'être malades, c'est-à-dire que comme c'est des facteurs de risque et que souvent ne ressentent pas de symptômes, ils peuvent être amenés à ne pas nous les donner comme antécédents. Dans l'urgence, comme on a vu beaucoup de patients graves, beaucoup de patients gênés pour respirer, effectivement, ça aurait été utile d'avoir de manière fiable et les traitements et savoir s'ils étaient impactés par ces maladies ou pas. Mais il suffit quand même de regarder une ordonnance de patient pour l'avoir. Si je prends un autre critère, un des critères les plus importants pour suivre nos patients les plus graves et pour surveiller nos patients, c'était ce qu'on appelle la saturation en oxygène qui se prend avec un petit saturomètre au doigt des malades. Tous les patients les plus graves, enfin tout, j'exagère un petit peu, mais beaucoup de nos patients les plus graves ont été amenés à être hospitalisés dans l'année précédente, que ce soit pour leur diabète, pour leur tension, pour d'autres complications, et ont systématiquement une saturation qui, alors peut être une saturation qui pose problème puisqu'ils ont été hospitalisés, mais on a une saturation d'entrée et une saturation qui montre que le patient est stabilisé. Cette donnée-là, elle aurait été pour nous fondamentale. C'est-à-dire si le dossier médical partagé nous avait indiqué quelle était la saturation de base, entre guillemets, des patients, pour prendre nos décisions sur hospitalisation, pas hospitalisation, surveillance rapprochée avec mise en place de moyens spéciaux, ça aurait été un plus évident. D'accord. Donc aujourd'hui, une donnée individuelle qui n'est pas forcément encore disponible, une donnée populationnelle avec un certain nombre de choses qu'ils sont, mais peut-être pas tout ce dont on rêverait de disposer et pas forcément de la donnée française, si je comprends bien. Sur cette disponibilité des données, là encore, si on élargit un peu le regard qu'on a, quel regard aujourd'hui vous posez sur justement la disponibilité de ces différents types de données en France? On vient de parler de la donnée individuelle. Qu'en est-il de la donnée populationnelle? Peut-être Manon, on a eu aussi cet échange autour au fond, l'importance de la donnée populationnelle et ce dont on dispose. Oui, tout à fait. En fait, pour un peu répondre à cette question de la disponibilité et de l'importance des types de données, j'ai l'impression qu'on a bien fait la distinction, là déjà, entre nous quatre, entre la donnée qui vient des institutions, la donnée institutionnelle, et la donnée qui vient des patients, qu'elle soit de type médical ou qu'elle soit juste l'expression de l'expérience patient, qui en soi déjà est une information et une donnée importante. Nous, en tant qu'association de patients, donc moi je travaille pour une association de patients qui s'appelle Rénalou, qui s'occupe des patients insuffisants rénaux. Je travaille sur un projet de recueil de l'expérience patient qui s'appelle Moi Patient. Et en fait, nous, on se sert des données pour établir en fait, des constats, pour évaluer des situations, mettre à jour certaines inégalités, pourquoi pas. Et ce qu'on a vu pendant la crise Covid, en termes de non-recours aux soins ou de continuité des soins, c'est un arrêt total des grèves de reins. Ce qu'on a vu, c'est également des soins en dialyse qui ont pu être dégradés selon les centres, etc. Et tout ça, c'est des choses qu'on a pu voir et qu'on a pu évaluer et sur lesquelles on a pu construire des chiffres et
et une connaissance grâce aux données non seulement institutionnelles venant par exemple de l'Agence de la biomédecine, mais et surtout grâce aux données de l'expérience patient. Tout à l'heure, Caroline Henry a parlé du fait qu'il y a eu une explosion des visites des sites et des réseaux sociaux des associations. Ça a été le cas. Ça, c'est des données extrêmement précieuses pour aller ensuite essayer de convaincre avec toutes ces données de réseaux sociaux, essayer de convaincre les pouvoirs publics de mettre en place certains dispositifs. Par exemple, ce qui a été fait en avril avec le plaidoyer de Rinalou, c'était de convaincre la CNAM de mettre en place le chômage pour les conjoints de personnes fragiles. Ça, c'est une avancée concrète qui a été permise grâce à la collecte de multiples témoignages issus des réseaux sociaux. Et ça a beau être de la donnée textuelle, ça reste de la donnée. Après, le problème sur la question de la disponibilité et de l'accessibilité, c'est que on voit que les données institutionnelles qu'on arrive à récolter ne sont pas forcément dans un format réutilisable. Déjà, les données de réseaux sociaux, bon, c'est pas... Aujourd'hui, il existe des systèmes qui permettent de télécharger des fichiers de données pour ensuite faire un travail là-dessus, sur lequel on a un sociologue au sein de l'association qui fait ce gros travail de mettre à jour les données, de les nettoyer, enfin voilà. Sur les données institutionnelles, aujourd'hui, en tant qu'association, on en est souvent réduit à faire des captures d'écran, à faire des copier-coller de chiffres, à les coller dans nos propres fichiers Excel, voilà, parce que c'est déjà énorme de la partager et de la mettre en visibilité, mais souvent on a plus accès à des tableaux de bord et à des visions de la situation qu'à des fichiers de données réutilisables sur lesquels on pourrait imaginer des nouveaux usages, pas juste la data visualisation, mais d'autres types d'usages qu'on pourrait imaginer plus tard. Pour le moment, on ne les a pas encore, mais plus on les met à disposition, plus on aura des usages possibles. On a une question d'ailleurs dans le fil Q&A, je pense adresser à vous, Fabrice, et dans quelle mesure est-ce que les données que vous avez pu collecter, vous les avez conservées, centralisées, voire même partagées avec l'assurance maladie ou avec d'autres? Alors, j'ai envie de dire que donc il y avait pléthore de données, mais concernant l'accessibilité, là, c'était effectivement compliqué. Alors, nous, on a l'avantage dans le groupe d'être 60 médecins. Certaines informations, au début, je suis obligé de dire que les pouvoirs publics ne nous ont pas vraiment donné de données fiables, mais via nos réseaux de médecins, avec notamment un médecin en particulier, je pense au docteur Adnet, qui a publié des lettres d'information où il refaisait toutes les semaines, voire même plus, des revues de la littérature complète de toutes les grandes études médicales qui sortaient en Europe et aux États-Unis. Ça a été ma source d'information la plus utile, clairement la plus utile, puisque en fait, l'important là-dedans, c'est d'avoir accès aux bonnes données. C'est de savoir faire le tri dans toutes les données qui nous arrivent et qui étaient parfois contradictoires, mais en sachant chercher les bonnes données, on a eu accès, si on sait chercher les bonnes données, on a eu accès à beaucoup de choses. Les pouvoirs publics ont quand même pris le relais au bout de 4-5 mois et la Haute Autorité de Santé, la ARS, la Sécurité sociale nous ont donné ensuite des données très fiables, des prises en charge très fiables. Mais au début, il a fallu aller les chercher nous-mêmes. Et donc, c'est juste ça le souci, c'est d'être capable, d'être en mesure. Et nous, c'est un autre médecin qui l'a fait pour nous. On a été capable ensuite de dire que c'était lui qui nous donnait les bonnes informations. Mais voilà, c'est-à-dire que très rapidement, on a su qu'il n'y avait pas de traitement en premier recours valable, qu'il n'y avait aucun traitement en premier recours valable et qu'il fallait faire alors qu'on entendait tout et n'importe quoi à la télévision. Voilà. Mais 90 à 95% des médecins savaient ça. Bon. Alors peut-être maintenant, pour avancer un petit peu le débat, et je vais me tourner vers Stéphane pour la question, mais après, évidemment, ce serait intéressant d'avoir le point de vue de chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, faudrait-il faire pour améliorer au fond la situation et faire en sorte que ces données, qu'elles soient populationnelles ou individuelles, ou sur l'offre de soins, encore une fois, circulent mieux que ce qu'elles ont circulé, au moins pour la vague 1. J'espère que dans le cadre de la vague 2 aujourd'hui, les choses circulent mieux déjà. Mais qu'est-ce que de votre point de vue, il faudrait qu'on fasse? Alors, oui, je pense qu'il y a des choses assez simples. Et vu un peu de ma fenêtre, du côté IQVIA, comme dans notre métier entre la recherche clinique et le conseil, la donnée de santé est un sujet de base. Donc on
on voit bien certaines choses. Cette question de pouvoir mobiliser des données, il faut clairement une stratégie. Il faut qu'on mette une priorité sur ces données de santé, sur le fait, notamment, comme je le disais, de les structurer pour qu'elles puissent circuler facilement. Ce n'est pas facile de lire un compte-rendu. Aujourd'hui, dans le DMP, on dit dans le DMP, il peut y avoir des comptes-rendus hospitaliers. Formidable, on fait beaucoup de progrès dans l'analyse du langage. Il y a des choses sans doute qui doivent être disponibles plus rapidement. Il y a aussi des choses, et on perçoit bien quand on parle de données internationales, et nous on l'a vécu chez nous en comparant les pays, c'est très important de pouvoir comparer les pays qui ont des décalages de phase, qui sont plus avancés, de pouvoir tester des choses. Et quand je dis tester, c'est notamment pouvoir détecter des précurseurs. Nous on l'a vu dans des données de pharmacie, où il y a le premier réflexe, c'est plutôt d'aller à la pharmacie avant le médecin, et là on va repérer des surconsommations de certains antalgiques ou autres. Ça, ce sont des données qui doivent pouvoir être exploitées. Et ce qui revient d'ailleurs sur ce qu'évoquait Caroline, avec une collaboration publique-privée, on sait que le public on a un formidable système d'information de santé en France qui couvre le remboursé, et pas remboursé au passage, donc c'est une partie, mais qui souvent achoppe sur des questions de mobilisation ou d'accès aux données. Combien de temps faut-il pour pouvoir extraire des données du SNIRAM? Alors que dans des situations comme celles que nous vivons, il faut pouvoir les tester des choses, aller chercher des données nouvelles et pouvoir tester si elles sont valides ou non. Donc, tout ça tourne beaucoup autour d'une stratégie, d'une mobilisation et d'une collaboration entre le public et le privé, entre des producteurs de données comme nous dans le privé, mais des producteurs de soins qui ont des données aussi dans le secteur privé et pas seulement le secteur public. Donc, il y a vraiment cette mobilisation qui est importante. Structuration d'un côté pour améliorer le partage au niveau individuel, et puis lancer des initiatives autour d'une stratégie. Ça, c'est le côté populationnel qui rassemble des acteurs nouveaux. Et sur la partie offre de soins, Laure, pour revenir à votre propos tout à l'heure, et sur au fond la difficulté qu'il y a eu au départ d'avoir une information claire et fiable, etc. Est-ce que de votre point de vue, les choses aujourd'hui sont plus fluides? Et je pense aussi notamment à ce qu'on a beaucoup parlé, c'est au fond au moins au départ, un peu le fossé entre public et privé, qui j'ai le sentiment c'est grandement rétréci, heureusement. Qu'en est-il aujourd'hui? Dans quelle mesure est-ce que ces données aujourd'hui elles circulent comme il faudrait? Alors, effectivement, je pense, alors en tout cas j'espère, oui, il y a des avancées, mais on gagnerait grandement à décloisonner le système de santé, pour prendre un terme très très vague ou très large. Aujourd'hui, la médecine de ville, la médecine libérale, l'hospitalisation privée, l'hospitalisation publique sont trois entités qui cohabitent, mais sur lesquelles qui manquent grandement de coordination et de transfert d'informations. Donc, je pense que si on arrivait à mieux coordonner et à faire mieux circuler les informations, ce serait plus facile, et peut-être donner les mêmes droits d'accès. Tout le monde n'a pas les mêmes accès aux informations, et voilà. Particulièrement nous, les établissements privés, c'est vrai que c'est toujours la guerre pour avoir les informations. Et je pense qu'il y a une chose qui est importante, il y a un facteur qui unifie ces systèmes un peu cloisonnés, c'est le patient. C'est le point commun, et je pense qu'au-delà de la stratégie nationale, l'implication du patient lui-même, qui d'ailleurs est un participant actif dans la production de données, à travers pas mal de choses, d'objets connectés et autres, je pense que l'implication du patient est nécessaire, et c'est lui le trait d'union, et c'est lui qui peut être aussi le moteur, parce que c'est son bénéfice ultime aussi de pouvoir bénéficier de ça, et qui peut justement décloisonner un peu le système. Sur ce que Stéphane vient de dire, moi je rebondis parce que je suis complètement d'accord avec cette phrase. Le patient, c'est la personne légitime pour décloisonner les données qu'il concerne. C'est la personne qu'il faut rendre agent, de lui donner les capacités d'aller récupérer ces données et d'en tirer des usages pour lui, pour pouvoir ensuite les partager avec des médecins, avec la recherche, etc. C'est pas quelque chose de facile, parce que c'est pas quelque chose qui vient naturellement aux gens d'aller récupérer leurs données par-ci, par-là. C'est pour ça que derrière, il faut construire des usages, et je crois que c'est l'objectif un peu de l'espace en santé numérique
qui va émerger, hein, c'est de créer des usages et des services basés sur les données personnelles des gens pour leur permettre d'en tirer de la valeur pour eux du coup d'être un peu le hub de leurs propres données et donc être acteur de leur santé là-dessus. Donc je suis complètement d'accord sur cette dernière phrase. Pour ce qui est de la donnée individuelle, mon expérience, c'est j'ai un seul patient qui m'a dit qu'il avait un dossier médical partagé. Alors certes, le dossier médical partagé, on en parle depuis 10-15 ans, mais ça n'est en place que, je crois, depuis 1 an ou 2. Et malheureusement, il y a eu une année de Covid où je pense qu'il est compliqué pour la sécurité sociale d'aider les gens à avoir un DMP. Mais effectivement, à mon avis, une des barrières, c'est que c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que la seule personne qui avait un DMP m'a tendu sa carte vitale en pensant que j'allais lire son DMP dans la carte vitale. Il n'avait pas l'application sur son téléphone, il n'a pas été capable de me l'ouvrir. Donc, mon expérience, c'est ça. Un seul patient qui avait un DMP et il ne savait pas comment l'utiliser. Donc, en gros, je n'ai jamais utilisé le DMP pour des patients. J'ai une activité particulière, je n'ai pas de patientèle et j'interviens au domicile des patients. J'espère que c'est quand même un peu différent pour les médecins traitants installés. Pour ce qui est de la donnée populationnelle, je ne sais pas très bien, moi, ce qui se passe au niveau du privé, mais j'ai quand même l'impression que notre médecine en France, qui est plutôt bonne au niveau du soin, est assez mauvaise au niveau de la santé publique, est assez mauvaise au niveau de la prévention. Et je pense qu'il serait assez important de développer en France, enfin, la médecine préventive et la médecine de santé publique. Je pense que si on avait eu une médecine de santé publique un peu mieux armée, elle nous aurait probablement un peu plus aidés, nous, médecins de premier recours. Voilà. Alors, il est peut-être, on le dit tout le temps, qu'il faut améliorer la médecine préventive, la médecine de santé publique. On ne le fait pas. Bon, peut-être qu'il serait important de le faire. J'ai 2 questions dans le chat qui sont 2 variations autour du thème de dans quelle mesure est-ce que la technologie, au fond, peut aider. Est-ce que dans le modèle de partage patient-centric, on pense à des modèles type Apple Health Records, donc avec une logique, au fond, où le patient est vraiment le porteur de ça, et aussi une question sur est-ce que, quelque part, les algorithmes peuvent nous aider à trier dans la masse de données disponible pour identifier ce qui est le plus pertinent et prioritaire. Des réflexions par rapport à ça? Oui, en tout cas, sur la deuxième question, très clairement, oui. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de données qui doivent être mobilisables rapidement pour qu'on puisse tester les choses, parce que la très bonne nouvelle, c'est que nous avons fait des progrès énormes en termes d'analyse de données. Nous pouvons maintenant très rapidement valider des indicateurs et réduire l'incertitude du choix, parce que c'est bien ça dont on parle en termes de santé, on parle de santé publique. En termes de pandémie, on voit bien le problème cornélien des décisions à prendre. Qu'est-ce qu'il faut fermer, qu'est-ce qu'il ne faut pas fermer? Fabrice faisait référence à cette très intéressante étude américaine qui va pouvoir éclairer justement les pouvoirs publics pour ne pas confiner tout le monde. Donc, c'est réduire l'incertitude des choix qui sont difficiles, c'est essentiel. Et pour ça, effectivement, il faut avoir accès à des données, pouvoir brasser des données énormément. L'intelligence artificielle aide énormément à pouvoir justement identifier les schémas, les patterns, comme on dit, de données et de valider des indicateurs qui peuvent mesurer la performance des soins après et donc guider les décisions de santé publique, mais aussi les décisions politiques derrière, comme un déconfinement, par exemple. Ouais. Quelques remarques très intéressantes dans le chat, effectivement, sur le fait que le DMP aujourd'hui a de la donnée qui est très peu structurée, avec au fond un empilement de documents. Et quelles questions ça pose là. Des remarques aussi sur, au fond, la question de la protection des données et de la défiance du public vis-à-vis de ça. Peut-être, comme on est au bout et compte tenu de ces quelques remarques, mais si on est au bout de notre table ronde, si vous deviez, comme ça, on va faire le tour de vous 4, en conclusion, nous dire si vous aviez, vous, une baguette magique et s'il y avait un point que vous pourriez changer dans l'environnement de la donnée en santé en France, qu'est-ce que vous feriez de votre sort? Qui est-ce qui veut se lancer?
Je peux Manon, ah non, ouais. alors vas-y Stéphane. Non, Oui, alors bon, moi, je tente les choses. Je pense que si j'avais une baguette magique, en tout cas, j'essaierais d'un coup de baguette magique, de générer cette motivation des différents acteurs à s'allier ensemble. Je pense qu'on a énormément de talent, des forces incroyables pour trouver des solutions. Il faut que les acteurs puissent s'allier. Quand je dis les acteurs, c'est évidemment les acteurs du soin et puis les acteurs du soin jusqu'au patient. Hein, trouver des terrains communs, et je pense qu'il y a énormément d'idées à l'ETC. Donc, cette volonté, quand elle sera commune, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui pourra l'arrêter et les progrès se feront d'eux-mêmes. Que les actions politiques volent au secours du succès après, très bien, mais je souhaiterais d'abord ça. Manon. Oui, alors du coup, peut-être 2 souhaits. Le premier sur les données institutionnelles, un souhait de diffusion et de multiplication de portails de données ouvertes, open data, avec des données en format réutilisable, en flux de données mis à jour régulièrement. Aujourd'hui, nous, côté Rhin, on a pas mal de choses. On arrive à récupérer des données dans des rapports PDF, sur les sites web, sur des tableaux de bord. On est gravement en manque de choses actionnables avec de la valeur d'usage derrière et réutilisable. Et sinon, deuxième souhait, ce que j'aimerais, ce serait qu'on aille, et ça je prêche un peu pour ma paroisse, mais qu'on aille vraiment recueillir au plus près l'expérience des patients à travers d'études centrées sur leur qualité de vie, sur leur recours ou non-recours en soins, essayer de comprendre les motivations derrière. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un manque d'éducation thérapeutique? Est-ce que c'est parce que la décision médicale, elle n'était pas partagée? Et du coup, il y a un pas d'observance du traitement. Enfin voilà, essayer un petit peu de creuser et d'aller comprendre comment les patients vivent leur pathologie et développer au maximum ce type de recueil de données. Merci. Laure. Pour ma part, c'est un petit peu difficile à formuler, mais parce qu'il faudrait une baguette magique, extrêmement magique, mais ce serait de trouver un bon système qui permette une protection individuelle des données, ce qui est capital, mais qui pour autant permette d'avoir accès à des données fines. Quand on manipule la donnée, on est en permanence en train de trouver le bon niveau, d'accumuler tout un tas de données très fines et très personnelles, parce que pour faire beaucoup de choses, on a besoin de données très fines. Et pour autant, sans mettre en risque le respect de ces données individuelles. Merci. Fabrice. Alors moi, je n'ai pas de souhait particulier, mais je voudrais insister sur ce que viennent de dire Manon et Laure. On n'en a pas parlé. Je pense que l'urgence sanitaire a fait qu'on ne s'est pas beaucoup posé de problèmes, enfin on s'est moins posé, on a moins mis au premier plan les problèmes éthiques. Je pense qu'il faut faire quand même très attention en matière de données de santé à qui est-ce qui va les utiliser derrière. Je suis partagé parce que pour moi, ça, c'est une priorité. Donc, remettre l'éthique dans l'utilisation des données de santé. Et puis, j'ai vu tellement de choses pour répondre à un interlocuteur qui a posé une question. J'ai vu tellement de choses tellement magiques et tellement prometteurs au niveau de l'utilisation des données de santé. Il y a un mois, sortait une étude américaine, là encore, qui montrait que en étudiant la sonorité de la toux des patients, et en utilisant l'intelligence artificielle, ils ont été capables de mettre au point un logiciel qui, à l'écoute de la toux, a une fiabilité, une sensibilité, une spécificité bien meilleure que tous les tests que nous, on a actuellement. C'est plus de 98% de sensibilité et plus de 95% de spécificité, ce qui sont remarquables pour des tests. Et donc, voilà, à la fois, je veux pouvoir bénéficier de ce genre de choses dont je n'imaginais même pas avant cette crise. À la fois, je veux qu'on fasse quand même attention, et je pense qu'on est beaucoup plus à cheval en France là-dessus que tous les autres pays. Il faut qu'on le reste, à mon avis, à comment on va utiliser ces données de santé. Merci. Peut-être pour terminer, pour reprendre le petit sondage, je dirais que la bonne nouvelle, c'est que nous sommes collectivement très optimistes sur le fait que les choses vont continuer à s'améliorer. Et voilà, je pense que c'est bien de terminer sur cette note d'optimisme en disant qu'on est sur le bon chemin. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je pense que le débat nous l'a montré. Mais c'est rassurant de voir que voilà,
le collectif, collectivement, je pense qu'il y a une confiance sur le fait qu'on va continuer à améliorer la situation.